content de vous. Donc, bienvenue sur la web radio. Merci, avec plaisir. J'aurai avec moi Christian Estevez, animateur de la web radio, et Hakim Maloudi, qui écrit sur le site web Foot sur 7 et aussi animateur de la web radio. Donc moi j'aurais une première question, c'est de vous présenter un petit peu pour les auditeurs qui nous écoutent. En quelques mots. Oui. En quelques mots. Donc, depuis le début de la saison, je présente sur Canal Sport Match of the Day, qui est le rendez-vous foot anglais avec David Astorga. Donc, et avant ça, 80 jours de foot, donc c'était vite passé. Et avant ça, un faux sport. Et puis un début en presse écrite pour moi. Voilà, en quelques mots. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans la presse écrite, puis ensuite à la télé? Alors, ce qui m'a attiré, la presse écrite, c'était le hasard, parce que quand j'étais étudiant au CELSA à l'époque, il fallait effectuer un stage dans un journal spécialisé. Et comme j'adorais le foot, c'était parfait pour concilier les deux. Et le hasard a fait qu'après, je suis resté dans ce journal, c'était But, magazine qui était bi-hebdomadaire à l'époque. Et c'est comme ça que tout est parti pour moi. Un stage qui s'est transformé en emploi. Et puis la télé, c'est venu par hasard aussi, une rencontre, et je me suis retrouvé à InfoSport. Pas du tout pour faire de l'antenne au début. Et puis, encore une fois, le hasard a fait que je me suis retrouvé sur le plateau et que ça fait partie comme ça. Et voilà. D'accord. Donc vous avez fait le CELSA, école de journalisme reconnue. Vous saviez très tôt que vous vouliez faire ce métier? C'était un rêve entre guillemets depuis gamin, mais ce qui était bizarre, c'est que sans vraiment me dire que je ferais ça un jour, quoi. J'avais ça dans un coin de ma tête en me disant que ce serait extraordinaire de faire ça. Et puis sans trop y croire, en fait, c'était assez bizarre. Et puis voilà, le destin a fait que ça s'est passé comme ça. Mais depuis gamin, oui, depuis le CEA, mon tout premier souvenir de la volonté d'être journaliste, c'était ça. Ah, donc c'est une belle concrétisation aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre. Effectivement, c'est extraordinaire, effectivement, de pouvoir concilier les deux passions, quoi. Parce qu'au départ, ma première passion, c'était le foot, ma deuxième, c'était le journalisme. Et puis, je pensais pas qu'un jour, j'arriverais à concilier les deux aussi longtemps et dans des conditions aussi formidables qu'à Canal. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, ouais. Je suis un petit peu comme vous, j'espère avoir la même chance en tout cas. Je vous le souhaite. Il n'y a pas de raison. Merci, c'est gentil. Vous êtes souvent amené à parler de la première ligue. C'est le championnat anglais, c'est le meilleur selon vous, ou il y en a d'autres tout autant intéressants? Alors, très longtemps, j'ai défendu Bexley de la Ligue 1 en étant un petit peu de mauvaise foi sur la première ligue au bureau avec Thomas Tauroux notamment qui présentait l'équipe du dimanche. Mais je dois reconnaître de manière assez objective qu'effectivement le championnat d'Angleterre c'est vraiment le plus spectaculaire. C'est le plus spectaculaire parce que c'est un pays extraordinaire dans son approche avec le foot, l'Angleterre. Ils ont réussi à conserver un côté historique avec beaucoup de culture, de tradition, mais en même temps en faisant un succès commercial et un business extraordinaire. Donc, ils ont réussi à garder la tradition en y mettant le côté business. Ils ont une force de frappe qui est assez fabuleuse. Et ils ont réussi à garder le bon sens tout le temps en éveil, je trouve. C'est qu'en se disant, l'essentiel, c'est le jeu, c'est le spectacle et ce sont les spectateurs. Voilà. Le spectacle et les spectateurs, donc les gens qui vont au stade ou qui regardent des matchs à la télé, sont au centre des préoccupations. C'est pour ça que l'accueil au stade est bon, c'est pour ça que les pelouses sont bonnes, c'est pour ça que les équipes ont un esprit tourné vers l'offensif. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, avec beaucoup d'équipes qui sont les armadas, il ne faut pas le nier, mais avant tout, ce qui fait la force de ce championnat, c'est l'esprit, je trouve. Ils ont réussi à garder cet esprit où la volonté absolue, c'est de faire plaisir aux gens qui regardent la première ligue, que ce soit au stade ou à la télé. Et ça, c'est formidable.
Effectivement, la culture foot, les supporters, ce n'est pas la même chose en France. Qu'est-ce que vous pensez des supporters français qui, quand ça va mal, et même de critiquent très vite, justement, et qui un petit peu, ah bah les Bleus, ça va bien, donc il est présent, mais... Ah, ça, on ne peut pas le nier, effectivement. L'équipe de France sur cette Coupe du Monde en est le parfait exemple. Ce sont des supporters, enfin, en France, j'ai l'impression qu'on a besoin d'être pris en charge, entre guillemets. C'est pas une passion naturelle ou une façon de faire naturelle. C'est les gens. Il faut prendre les supporters par la main et les guider en quelque sorte. Et c'est pour ça que ils sont davantage en réaction quand l'équipe marche bien. Effectivement, ils répondent à l'appel, mais il faut d'abord leur donner des preuves de bonne volonté, d'amour, avant de les avoir dans la poche. C'est la grande différence. C'est qu'en Angleterre, effectivement, l'amour, il est là, réel, quoi qu'il arrive. Et alors qu'en France, effectivement, il faut d'abord montrer quelque chose avant d'avoir droit à la passion du côté des supporters, quoi. Et l'équipe de France, encore une fois, on l'a vu, hein, les supporters ont adhéré après France-Ukraine parce qu'il s'était passé quelque chose au Stade de France. Mais bon, on peut le regretter, effectivement, que ce soit pas une passion un peu plus spontanée et naturelle, mais c'est comme ça, hein, on va pas le changer. Hein. Oui. Peut-être avez-vous des suggestions pour faire évoluer un petit peu le supporter français? Bon, une suggestion, on peut pas changer les mentalités, je crois que c'est plutôt vain. J'ai ma fille qui va me dire un secret. C'est Aurélie Lumière, une web radio au téléphone. Voilà. Voyons, on est en direct. J'arrive, ok. Nous serons ravis de l'inviter prochainement. Hein. Elle est encore un peu petite. Mais non, je crois qu'il faut pas chercher à changer, c'est s'adapter aux différentes mentalités. C'est ni mieux ni moins bien, mais c'est juste une réalité, quoi. Mais la conclusion que j'en retire en tout cas, c'est que pour les joueurs, la grande leçon, c'est qu'il faut être irréprochable sur le terrain et montrer l'exemple, quoi. Et ça, c'est vrai que normalement, il n'y a pas besoin des supporters pour avoir un état d'esprit pareil. Ah, c'est vrai qu'on a souvent reproché aux joueurs de faire des résultats quand ils étaient au pied du mur. Oui, après, ce qu'il ne faut pas non plus, c'est tomber dans cette espèce de dictature de la communication dans laquelle on a parfois un peu tombé en France aussi. C'est que juste signer des autographes pour faire semblant et prendre des photos, croyez-moi, les supporters, ça ne marche pas. Il faut montrer plus et c'est d'abord ce qui se passe sur le terrain qui, à mon avis, est prépondérant. C'est ce qui se passe sur le terrain qui guide un peu tout le reste. Justement, puisqu'on en est arrivé à parler de l'équipe de France, qu'est-ce que vous pensez de son parcours à la Coupe du Monde? Il y a deux façons de voir le parcours. Hein. Si on prend en compte d'où on vient, c'est formidable. Parce qu'il faut quand même être honnête, on était tombé très très bas, que ce soit au niveau du jeu, au niveau de l'image de l'équipe. Donc si on prend de ce côté-là, effectivement c'est un très beau parcours et il faut s'en féliciter. Si on se base que sur la Coupe du Monde et la qualité des équipes et le parcours des équipes, moi j'en ressens avec beaucoup de regrets parce que je pense que c'était une occasion unique d'aller encore plus loin, cette Coupe du Monde. Mais bon, on ne peut pas non plus, si on s'en réfère à ce qu'on a vécu il y a encore quelques mois, on se dit que c'est pas si mal. Après, le bilan, on pourra le mesurer d'autant mieux à l'avenir, c'est-à-dire que si ça sert de base de vraie reconstruction pour être ambitieux à l'avenir, alors ça aura servi à quelque chose et ça aura été une belle Coupe du Monde. Si c'est juste se contenter de ça, ça servira pas à grand chose, malheureusement. Est-ce qu'on pourra faire de la France un favori pour l'Euro 2016 par la suite? Alors surtout pas, malheureuse. Il faut éviter ça, surtout pas. On en parle pas favori de l'Euro. Non, plus sérieusement, ne devenons pas favoris parce qu'on vient de faire quelques bons résultats et un parcours honorable, voire même satisfaisant en Coupe du Monde. Non. Il faut être sérieux, je crois que c'est d'ailleurs c'est un peu le mal aussi qui peut toucher cette équipe, c'est cette espèce d'euphorie qui ne repose pas forcément sur des choses qui sont
des choses très solides, quoi. Non, non, favori, honnêtement, non, mais est-ce que l'équipe de France sera armée pour faire un bel euro? J'y crois en revanche. Ça, c'est sûr. Parce que je pense que ce qui s'est passé repose sur quelque chose de solide et que c'est pas juste un artifice ou de la com, comme certains peuvent le dire encore aujourd'hui. Mais l'équipe est jeune, hein, il ne faut pas l'oublier. Cette Coupe du Monde sera une expérience formidable. Et il y a des bonnes raisons d'être confiant et d'être optimiste en tout cas. C'est vrai qu'une équipe jeune qui justement aura un peu plus de maturité et une expérience qui lui a quand même manqué à la Coupe du Monde pour l'Euro là. Oui, c'est aussi ça la leçon de cette Coupe du Monde. On ne remplace pas l'expérience, on n'achète pas, quoi. C'est une réalité qui était un peu dure à admettre parce que quand on regarde les matchs, on se dit qu'il y avait moyen de faire un peu mieux. Enfin, en tout cas qu'on pouvait aller plus loin dans cette Coupe du Monde, mais la réalité nous rattrape et la réalité c'est qu'effectivement les joueurs ne connaissaient pas, n'avaient pas vécu de phase finale de Coupe du Monde et l'expérience qu'on emmagasine c'est extrêmement riche, extrêmement utile et il faudra fructifier ça pour l'Euro, espère-le. Oui, cette équipe aurait pu avoir un petit peu d'expérience si Franck Ribéry y avait participé, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, effectivement, ouais. Après, ça, c'était peut-être un mal pour un bien sur cette compétition-là uniquement, pour libérer justement quelques autres joueurs et leur permettre de s'épanouir sportivement, je parle, hein, sur le terrain un peu plus. Donc voilà, c'est malheureux qu'il ait été absent parce que c'était évidemment l'un des meilleurs joueurs. Mais aujourd'hui, ça a peut-être permis à d'autres joueurs d'être plus forts mentalement, de s'épanouir un peu, de se libérer. Et du coup, quand il va revenir, j'espère que ce sera d'autant plus utile. Pour en conclure sur la Coupe du Monde, vous voyez quelle équipe brandir le trophée? Alors, je vais vous faire une confidence. Je fais un petit concours de pronostics avec un ami d'enfance. Bon, il n'y a pas d'argent en jeu, hein. C'est un simple concours. Un resto peut-être, non? Ouais, voilà, il y aura quelque chose comme ça, avec toute la famille, y compris les enfants de 12 et 10 ans. Et vous savez qui est en tête? Les enfants. Exactement. C'est pour vous dire à quel point cette Coupe du Monde, à un moment donné, a été extrêmement surprenante. Donc, j'étais pas très bon sur mes pronostics jusqu'au quart de finale. Mais là, la logique commence à être respectée, donc depuis les huitièmes et les quarts. Alors, je vais vous dire Brésil-Argentine parce que ce serait, à mon avis, la plus belle des affiches pour une finale en Amérique du Sud. Ça. Allez, Brésil-Argentine. Avec comme gagnant. Ah, c'est dur, hein. Oui. Comme gagnant, allez, j'ai envie. C'est très partagé parce que j'ai à la fois envie de voir Messi grandir cette Coupe du Monde. Je pense que ce serait une image pour le foot, c'est formidable. Et en même temps, j'ai envie de voir à quoi va ressembler le Brésil en cas de victoire. Donc, vous voyez, c'est compliqué de choisir. Hein. Oui. Donc, j'ai pas de pièces à proximité, sinon je reste pile ou face, vous voyez. Voilà. Non, les deux seront très bien si jamais ça se produit. D'accord. Je vais arrêter d'être dur avec vous, je vais vous passer mes collègues. Très bien. Bon, ça a été, n'était pas trop dur, ça va. Merci. Hakim? Oui, je suis bon. Bonsoir, monsieur Benterki. Bonsoir. Oui, je suis Hakim, je suis rédacteur pour Foot sur 7, je ne vais pas vous embêter bien longtemps. J'ai juste une petite question par rapport à ce qu'on a parlé de la Coupe du Monde. Je voulais voir avec vous par rapport à la Ligue 1. Vos sentiments par rapport à l'AS Monaco, est-ce que vous les sentez armés pour faire de l'ombre, un peu plus que la saison dernière, au Paris Saint-Germain cette saison? Oui, allez-y. Non, c'est une bonne question. Ils le seront forcément plus, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Monaco était un promu quand même la saison dernière. On a eu tendance un peu trop à l'oublier, je trouve. Mais oui, ils seront forcément plus armés. Et puis la révélation, l'éclatante Coupe du Monde d'un James Rodriguez, à mon avis, va rejaillir sur le club et sur l'équipe au quotidien. S'il reste à Monaco, évidemment, ça va de soi. Mais forcément, l'AS Monaco était appelé à être un concurrent extrêmement sérieux de Paris. Moi, je trouve qu'ils ont fait une première saison de très, très haut niveau, parce que pour un promu, une équipe reconstruite comme ça, c'était une très belle saison. Et évidemment, ils seront adversaires numéro 1 du PSG encore.
En fait, je posais la question justement parce que vous avez parlé de James, mais il a exprimé, enfin, il a répondu à une question, je suppose, que le Real Madrid est son club de cœur, qui se verrait bien y évoluer un jour. Il y a des rumeurs qui faisaient état d'un Falcao aussi, comment dire, un nostalgique de la ferveur peut-être sud-américaine qui manque à Louis II. Est-ce que vous pensez qu'ils seront pleinement impliqués cette saison avec des déclarations, enfin, ou des rumeurs comme ça à l'intersaison? Et puis il y a aussi Jardim, que moi je ne connaissais pas très bien avant qu'il arrive à Monaco, et qui comparé à Ranieri, en fait c'est pas le même standing, c'est pas le même CV, c'est pas la même expérience. C'est un peu pour tout ça que... sur Jardim, moi je suis exactement comme vous pour être honnête, hein, c'est que comme entraîneur je ne connaissais pas plus que ça. Les échos qu'on a depuis sa signature sont plutôt bons. C'est-à-dire que je crois qu'il a plus de chances d'être un Mourinho bis, entre guillemets, qu'un Villas-Boas, par exemple. Voilà, sur les échos qu'on a, ça tient la route, a priori, ça tient vraiment la route, quoi, au niveau, comme entraîneur. Après, sur James Rodriguez et Falcao, James, il faut se méfier toujours de ce genre de déclaration. Parce que si on avait dû prendre ça comme un argument à chaque fois qu'un joueur avait déclaré son intérêt ou son amour pour un club, il y aurait eu de quoi faire. Je crois que c'est une question qui lui a été posée, il a répondu assez simplement. Après, ça n'empêche que ça va mettre un petit peu la pression sur Monaco parce que ce ne sera pas évident de le garder. Je crois plus à un départ de Falcao, vous voyez. Parce que les échos dans ce sens-là remontent à assez loin. Y compris cet hiver, donc moi je crois plus à un départ de Falcao si je devais miser sur l'un des deux départs. Ce qui ne serait pas cataclysmique par rapport à l'histoire récente de Monaco. Enfin, qu'on s'entende bien, hein, Falcao est un merveilleux joueur, c'est un buteur extraordinaire, mais sur la partie de saison où il a été blessé, Monaco fait une bonne partie de saison, il y a James qui se révèle, donc si Monaco perd Falcao, je ne serais pas très inquiet. En revanche, James, ce serait vraiment dommage, parce que c'est un joueur extrêmement jeune, et avec la Coupe du Monde qu'il vient réaliser, Monaco peut capitaliser dessus. Je vous remercie, M. Penterki. Je vais passer la parole à Céline qui va conclure. Merci à vous. Très bien. Avec plaisir. Eh bien, vous avez été complet, donc nous n'avons plus qu'à vous remercier. Eh bien, merci à vous, c'était très sympa. Oui, plaisir partagé, et puis n'hésitez pas si vous voulez revenir. Eh bien, avec plaisir, quand vous voulez. Merci beaucoup, nous vous souhaitons une bonne soirée. Une bonne soirée, et je ne sais pas si je vous souhaite bonnes vacances ou pas. Bientôt les vacances, oui. Bientôt. Bon, tout est relatif puisqu'il y a toujours du football. Voilà, exactement. La Ligue 1 elle reprend quasiment, hein. La Coupe du Monde va s'arrêter, la Ligue 1 va reprendre, donc on va pas s'arrêter. C'est vrai, dans un petit 3 semaines. Hein. Voilà, donc on a hâte aussi, Eh bien, bonne continuation. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir.